Radio. Radio Chanel. Chanel. Radio Chanel. Marseille. Radio Chanel. Chanel. Caroline de Maigret, Pedro Winter, Géraldine Saratia. Radio Chanel. À la Cité radieuse. Good afternoon, hello again everyone. We are back on air with Radio Chanel. I am Géraldine Saratia and I am with Pedro Winter. How are you, Pedro? I'm super well, Géraldine. Happy to be back on the air. And Caroline de Maigret. I'm very well too. And we are going to host this second broadcast. Radio Chanel is a pop-up radio designed especially for the Chanel Cruise Show, which is taking place here at La Cité Radieuse at the heart of Marseille. Let's take a few seconds, to talk about this place, La Cité Radieuse. Do you know that the place we set up the radio studio is called Le Ventre de l'Architecte, the belly of the architect. It's a quite extraordinary place. The whole building was created by Le Corbusier between 1947 and 1952. And Pedro, back then, when it came out, this building was quite revolutionary. It was thought and designed for the well-being of its residents. It was a vertical architecture full of audacity and freedom. Audacity and freedom, two core values. We are going to speak about creation and we are going to talk about it all along this podcast. Alors, on set with us today, Michel Gaubert. Michel, you're a fashion leading sound designer working on Chanel's fashion show for nearly 30 years. Anna Mouglalis, just here, you're a French actress and a longtime friend of the house. And Margaret Zhang. Margaret, you're an Australian creative, art director, entrepreneur, writer, and until recently you were the editor-in-chief of Vogue China. Hello, everyone. Hello. Hello. So to talk about audacity and freedom, let's start with maybe one of his best expression, music. And to start with, Michel, is audacity an important value in your work? What is audacity for you in music? Audacity is a need. I mean, I need to be audacious, when I think about music, because I like to go far in what I do, and I think it's nice to propose people with something maybe they don't know or something they would not think about, and so I think it's always nice to challenge yourself also. I'm not saying the music should be challenging, but when you challenge yourself and what you can express, I think it's always nice. What about you, Anna? Audacity in your work? In your choices? Yes, why not? Putting yourself in danger? Mm-hmm. No, just to talk about Michel's work. I remember I was struck when we were in Japan. Like every night you would go out and scout for like little groups, little bands. Oh, yes. And you would take us even for the same in Korea. You're always discovering new music, and also I would say like you're not afraid of lyricism. No. Which I love. I'm not afraid of anything. I think it's very audacious to not be afraid of lyricism. No, it's very important that to keep because if you follow, what's around you, like it's never good, so you have to look for other things, and also variety is the spice of life, and there's always people doing things and you have to be aware of it, so audacity is a synonym of discovery also, And Michel, you've been working with Chanel for so many years. How, you always, try to propose something different? And is there like a Chanel sound? I would like to say there is a Chanel sound because, sometimes people, they come to a show and they listen to the music and they say, oh my God, that was very Chanel. And at Chanel, we use very different music. If you look at the history of what we did this year, we, for Manchester, for example, in December was like purely one thing. And then in January, we collaborated with Kendrick Lamar. So that was again another thing. And in March, yes, we did Air, like a tribute to Moon Safari, and this time it's Jean-Michel Jarre. So there are very various artists, and but it all sounds very Chanel, because Chanel is, to me, is a very wide-ranging brand. It's like it can fit a lot of people. It's like it's part of your collective memory, like a Chanel jacket has been there for a long time, but it can be
there can be very many channel jackets. So music is the same thing, you know. And I like to think that we're not a one-track mind, but you see that Chanel jacket, it could be Timeless, yeah. it's timeless, and you can have it different ways. You know what I mean? So the same for the music. So how do you work with Virginie Viard, for example, for this show here? How does it work? For this one, we work with Virginie because we already got in touch with Jean-Michel Jarre a few years ago. We wanted to do something with him. And like 2 months ago, she said, Michel, I have to see you for Marseille. I have something to tell you. And she said, you know what, I thought about Jean-Michel Jarre. And I said, well, you know, it's strange because I had the same thought this weekend. You know, it was really, you know, because we both thought about the same thing. And we both think it was the right thing to do for this because, like, I would say the building is an utopia here. You know, Jean-Michel's music is an utopia, and maybe I think when you create a new collection, it's also something of utopia. I mean, it's like, you know, something you think is the right, you know. So the connection between the three things seemed to be logical, and I knew it was the right thing to do. I mean, I didn't doubt it once. So it can happen, but this time, no. Michel, could you explain us a bit just the specificity of this exercise? When you conceive a music for a show, why is it difficult? What do you have to understand? No, I mean, I wouldn't say it's difficult. It's like, first of all, you know, when I work with Virginie, also, like, you know, and Chanel, I mean, I need the image of Chanel to do the music. It's not going to be, we're going to ask Michel, is going to find, you know, he's going to do whatever. I mean, it has to make sense with the brand, it has to make sense with Virginie, it has to make sense with a lot of things, you know, it has to be credible, most of all. You know, it's like, when it doesn't sound credible, I mean, you know, it's wrong, you know, so what were they trying to do, you know, so it's very important. And so the most difficult thing is to hit the right note. And I'm trying which happened today. Yes, Oxygen in this on the concrete. roof. Yeah. It was amazing. Yeah. Margaret, you are the former editor of Vogue. What is your take on this? How does the sound affect the perception when you're on a fashion show? I think the sound is the first thing you notice, really. What I think, not just in music, but the ambience of a city, I think is the first thing that you notice when you explore a new place. Is it the traffic? How does the wind go through the buildings? You know, how do the rooms sound? How does the architecture in the city affect the way that the echo sounds, like reverb and things like that? I think as someone with a dance background and a music background where sound is such an impactful element on the emotion of the receiver, of how they view the overall picture, how they receive the work. It's always a really important part, and I think you can get it really wrong and you can get it really right, and it feels very magical when it's right because you see everyone and feel everyone experiencing it at the same time. But with clothing on a show? I think it's an added layer of texture. Have you ever hated a show because the music was? Yes. I won't really say like which, but I think We want some names. You definitely had shows where it's so off-putting that it's distracting, or it's so incongruous with the things that are in front of you, or they're trying to do too many things, or there's too many layers and it's too much all at once. So I think when it's the right balance, it makes so much sense. And I think there needs to be an element of understanding the audience and meeting the audience where they are too. I think what Anna and Michelle were talking about just before of societal context, right? What nostalgic heartstrings are you pulling on, or what futurist heartstrings are you pulling on, or curiosities are you pulling on? I think that's really important. Yeah, totally. And Anna, what about you? What's your take on this? Because does music play an important role in your life? You just were in Printemps de Bourges last week, which is an important... headlining. It's an important festival in France, and you were performing a text by Monique Wittig, which is an important writer, with Lucien Tunes. Is music important in your life? Yeah, and that new experience Lucien Tunes is offering me on that performance of Monique Wittig is bringing me a lot, because she's very lyrical too. It's an obsession, I'm sorry. But it gave me a lot of freedom and the energy, even on a show like that, joining music, electronic music and poetry.
it gave me a lot of freedom to feel the concert atmosphere. It's not the same at all, even though I was on the text, on the meaning, on the poetry. I felt like a rock star, which Yeah, was the quite power a of new the crowd, experience. Yes, You have the voice. He has the rock star for sure. Pedro. Michel, we talk about Jean-Michel Jarre on the show today, and I have Jean-Michel Jarre mobile's phone. Well, lucky you. What about call him Give it. Yeah. Jean-Michel to have a chat with him? Perfect. Let's go. Perfect. Let's go. Let's dial. Bonjour, Jean-Michel. Hello, everybody. I was listening. Yeah, the crowd. Hello, Jean-Michel. Hello, Michel. So I was listening to you and agreeing about what you were saying about Audacity and what Margaret said also about the importance of sound. Of course, I'm not saying this because I'm a musician, but just when you think of it, I would say the visual field for a human being is 140 degrees, but the audio field is 360. So actually, the sound is, of course, for any moment in our life, is beyond music, is probably the first element. I mean, attracting you, or you could be rejected or attracted, but but anyway, it's a great pleasure to be part of this adventure. When Michel called me, I have lots of respect for the Chanel sound, because he has a real Chanel sound, and I love his work for a long time. It was a great pleasure to think about and to talk about this project together. And Jean-Michel, a quick question. How La Cité Radieuse inspired you to create Radiant City, the soundtrack you did especially for the Croisière today? Actually, I always considered my music linked to space and environment and architecture. And I think there is a strong link between electronic music, architecture, and fashion. And actually, Chanel is Coco Chanel was the first one. I mean, actually considering approaching her work almost in an architectural point and an architectural side. And La Cité Radieuse is a kind of very interesting concept, as we know. By Le Corbusier, he created this concept called the modular, which is coming from the modulaire and the nombre d'or, the golden number. And it means, and then I had the idea to create this kind of immersive soundtrack called the Radiant City, because I love, radieuse and radiant in French and English are not exactly the same. Yeah. And I love the radiant, the English meaning of radiant. It has something almost maybe more linked to light. Light, yeah. Yeah, and then I really wanted to think about peace, which could also involve the community of the city, and not just being something just for along the défilé. And the défilé actually was was about oxygen and something else. Thank you, Jean-Michel. Thank you. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thank you, Jean-Michel. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'était magique. Margaret. C'est magique. Margaret, I think, Jean-Michel Jarre was one of the first artists performing electronic music in China. You knew of him. You know what? I think the common perception was that it was George Michael, because I think that was a popular music act, but Jean-Michel was actually first. And I think what Monsieur Jarre was saying about the immersion of music and the 360 nature of music, but also the geographical specificity of music, I think was really relevant to that performance. Highly recommend everyone go and watch that performance. It's like a full-length documentary about it, because it was immersive installation. It was really customized to the oral environment as well. And I think it's something that we've seen today as well in Marseille, where it's really considering the architecture, the fashion, the design, and all of the emotional elements and those layers. And I think it does come back to what Michel was saying earlier about Audacity, where there is actually such a vulnerability to Audacity, this idea that you are forever a student of creativity, and you have to have that curiosity moving forward in the way that all of you do, where you're always searching for newness, the next generation, being able to platform next generation, and never thinking that you know everything. So then you can keep moving forward.
Thank you, Margaret. Wow. Notre mot de la fin. Margaret. Thank you, Michel. Thank you, Margaret. Anna, you're staying with us. Thank you. Thank you. Thank Merci you. à vous. Merci. I think. Radio Chanel, on est toujours là. Rosalie Varda vient de nous rejoindre. Bonjour, Rosalie. Bonjour Vous êtes, Rosalie. vous êtes avec nous pour parler de Varda à la Cité radieuse, une exposition ouverte au public jusqu'au 5 mai de votre mère Agnès Varda. Ce sont des photographies qu'elle avait prises à Marseille dans les années 50, en 1955 précisément. C'est une exposition qui a lieu à l'étage où nous nous trouvons juste à côté. C'est une très belle exposition, l'accrochage est vraiment merveilleux. Et je crois que le point de départ de la série, c'est un voyage que votre mère avait réalisé en 1955 avec Alain Resnais. Elle avait vu ce bâtiment qui venait, il avait été construit mais qui était à peine habité, enfin il commençait à être habité depuis quelques années à peine. Et elle avait été vraiment bluffée par les perspectives et le mode de vie bien sûr qu'il proposait. Elle est venue faire un reportage en 55. Au départ, c'était pour la Cité radieuse. Et puis, elle s'est aussi baladée à Marseille, parce qu'elle a toujours aimé les villes, les ports, les anonymes. Et donc, en fait, quand Chanel m'a proposé de faire une exposition ici, j'ai dit, mais attendez, la Cité radieuse, nous avons dans nos archives des choses magnifiques. Agnès est venue ici faire un voyage sur la Côte d'Azur avec Alain Resnais. Ils s'étaient connus sur le montage de la Pointe Courte, puisque c'est lui qui a monté donc la à 7, Pointe Courte à Paris. Et puis ils sont ouais. venus. Et puis j'ai mis dans l'exposition des photographies d'Agnès, d'elle en 55, parce que on oublie souvent quand les personnalités ont eu une longue vie artistique, on les connaît vieilles, entre guillemets, et on oublie qu'elles ont été jeunes et qu'elles ont été charmantes, plus ou moins jolies, plus ou moins attrayantes, mais que j'aimais bien l'idée de remettre dans le contexte de qui elle était au moment où elle est venue à la Cité radieuse, qui était quand même un lieu de vie un peu utopique. Oui. Et Agnès était toujours intéressée par l'architecture. Oui. Donc c'est une partie d'elle qu'on connaît moins. Oui, on voit dans les photographies, il y a cette photographie effectivement du toit qui est restée célèbre, et puis elle avait refait ce film ensuite qui recréait cette photographie. Il y a également des photographies des goudes, il y a des photographies des gens dans le port, des petites mains, des petites gens. Enfin, Marseille, c'est une ville qu'elle aimait beaucoup. Alors, je ne sais pas trop, parce que je ne peux pas toujours parler à sa place, et ouais. c'est toujours compliqué. Mais elle a été, pendant la guerre, elle était à Sète, puisque sa famille était partie de Bruxelles pendant l'occupation allemande et s'était installée à Sète. Donc, elle a vécu quelques années à Sète. C'est là où elle a rencontré justement tous les pêcheurs et qui l'a inspiré ensuite pour son premier long métrage, La Pointe Courte. Marseille, je ne sais pas. Je sais qu'elle était venue faire ce reportage. On est revenus, nous, plusieurs fois. On a même dormi ici dans cet hôtel, dans la Cité radieuse. J'avais visité un appartement avec elle. Oui, parce qu'elle aimait bien ce côté de l'utopie, de l'idée quand même de ce lieu de vie. On est au 3e étage. Moi, je suis assez émue quand même de me dire que ce concept qu'il y a une école maternelle à l'avant, en dessous du toit, il y a une école maternelle. Oui. Et je suis encore plus émue de me dire que dans les années 50, il y avait 1500 habitants. Aujourd'hui, il y en a à peu près 1300. Et depuis 2 ans, je crois que l'école maternelle est complète, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant. Un bâtiment vivant. Un bâtiment vivant. Et je trouve que de ramener dans ce bâtiment une exposition un peu, quand même, Agnès, c'était des photos un peu conceptuelles, un peu raides, hein, un petit peu comme ça. Donc, il y a Alain Resnais, donc c'est assez amusant. Et puis, il y a cette installation qui pose le questionnement de la photo fixe, de l'image fixe, et comment peut-on filmer une image fixe, et comment peut-on parler de l'instant arrêté, comme disait Cartier-Bresson, et de qu'est-ce qui se passe avant ou qu'est-ce qui se passe après. Donc, elle se pose toujours ces questions-là. Et puis, aujourd'hui, qu'elle n'est plus là, je trouve que
Je trouve que justement, elle a une modernité Ouais. qui va bien ici, dans ce lieu. Ouais. Alors justement, dans le film, l'une chante et l'autre pas, un cadeau d'Agnès pour vos 18 ans. Une façon pour votre mère de vous dire d'être audacieuse, de ne rien s'interdire. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces œuvres? Alors, en fait, c'est intéressant parce que quand j'ai eu 18 ans, elle m'a dit, je vais pas te faire de cadeau d'anniversaire parce que c'est assez puéril, je vais t'offrir un truc, de toute façon, dans un an, tu l'auras plus ou tu auras oublié, etc. Mais je vais te dédier un film parce que ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut dans la vie. Alors moi, c'est toujours intéressant parce que moi, je passais mon bac, j'avais mes copains, mes copines, voilà. Et elle m'a dit, non, alors tu viens tourner tel jour. Mais on a oublié, j'ai pris le train de nuit toute seule. Je suis arrivée à Toulon. Et j'avais passé mon épreuve de bac de histoire géo l'après-midi. Et le soir, je prenais le train de nuit pour venir tourner. Et quand je suis arrivée sur le plateau, elle avait tout organisé, elle avait pris mes vêtements avant, elle avait tout géré, parce que ma mère était quand même assez autoritaire, d'une certaine manière quand même, hein, mais elle avait raison. D'ailleurs, j'ai toujours défendu son côté autoritaire. Et puis, j'ai tourné cette séquence et elle m'a dit, oui, t'inquiète pas. Bon, j'ai détesté ça, je savais que je voulais pas être actrice. Et puis ensuite, quand le film a été terminé et qu'elle me l'a montré, elle me l'a dédié, elle m'a dit, tu vois, le commentaire, c'est ma voix off. Et ce commentaire, il sera pour toute ta vie. Et ce commentaire, il m'émeut toujours aujourd'hui, parce que je m'en rappelle. C'est Marie, je m'appelle Marie, et ça ne sera pas plus simple, mais plus clair. Ah, génial. Voilà. Caroline mentionnait ce cadeau, ce message ce cadeau qui vous disait d'être libre, d'être audacieuse Oui, dans c'est votre ça. vie. Anna, je voulais vous demander si Agnès Varda, ça avait été une cinéaste importante pour vous et quel regard vous portiez un petit peu sur son œuvre aujourd'hui, si on parlait de la modernité encore de son œuvre. Voilà, ça m'intéressait. Ben, bien sûr, c'est vraiment l'œuvre d'Agnès Varda. Enfin, moi, j'ai eu la chance de pouvoir la découvrir très tôt. C'est des films qui continuent à m'accompagner. Cléo de 5 à 7, par exemple. Ouais. Non, mais aussi des gestes de femmes dans un milieu très, 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 très masculin, avec voilà, de nouveaux récits. Ouais. Que proposait. Oui, des gestes de mise en scène très audacieux, très novateurs. Exactement. Et non, et puis Sans toi ni loin est aussi Ouais. un film qui m'a complètement Ouais. encore voilà, une trajectoire de femme qu'on ne racontait pas. Avec Sandrine Bonner, donc voilà, qui est cette ouais. jeune un peu sans abri, voilà. Et puis voilà, jusqu'au documentaire, la façon de s'emparer de la vidéo, cette liberté. Cette liberté est toujours, elle, au centre, comme moteur, son regard. Voilà, enfin, cette voix off, ça a complètement ouvert mon imaginaire. Et je pense que oui, c'est des films qui m'ont constitué dans mon désir de cinéma. Oui, c'est une cinéaste qui reste très très importante pour les jeunes générations. Hein. On le voit, elle est très citée et pas qu'en France, hein, dans le monde entier. Est-ce que Agnès recevait beaucoup de lettres ou de sollicitations où des jeunes venaient la voir? Tout le temps. Ouais. Tout le temps, mais elle avait cette générosité, et ça, Caroline le sait. Oui, parce que Caroline, tu connaissais. La connaissais. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Je passais même des vacances avec. Ouais, et je crois qu'elle avait cette humanité, cette générosité de porter autant d'attention à quelqu'un qui allait l'aborder dans la rue et qu'elle ne connaissait pas, un étudiant ou pas forcément un étudiant de cinéma ou une étudiante, ou quelqu'un qui toquait à sa salle de montage et qui rentrait, elle arrêtait, elle prenait un petit thé, elle l'invitait. Elle a toujours pensé que la transmission et l'éducation à l'image était quand même une chose très importante. Et on essaye avec mon frère Mathieu de continuer ça avec notre petite société familiale. Mais ce qui est vrai, c'est que elle est presque de plus en plus connue maintenant qu'elle n'est plus là. C'est-à-dire qu'on remarque quand même aujourd'hui, moi je vois bien les demandes que nous avons à l'étranger ou même en France, comment elle devient une sorte de référence, d'abord sur le fait de faire le moins de concessions possible dans sa vie, qui est déjà énorme. De se donner les moyens de son indépendance. Voilà, et que la liberté a un coût. Oui. Voilà, elle le disait toujours. Et aussi l'idée aussi de pouvoir, ce qui est beaucoup plus facile aujourd'hui, de passer du documentaire à la fiction, au court-métrage, au moyen-métrage, au long-métrage. Mais on oublie que dans les années 60, 70, 80, c'était mal considéré dans le métier.
on devait faire de la fiction ou de la télé. Ouais. On n'avait pas le droit de faire les deux. Aujourd'hui, on voit bien quand même que c'est fluide, qu'il y a des actrices, des acteurs, des metteurs en scène qui passent, qui font même de la vidéo, et qui font même du clip, qui font même de l'image immersive, etc. Donc il y a tout ça qu'elle représentait sans le savoir, je crois, aujourd'hui. Non, mais elle avait même l'audace à la fin de faire la biennale, d'être en Madame Bah oui. Patate. Mais attendez, on a tout eu. Elle a traversé incroyable. le siècle et les technologies. On oublie, mais elle a commencé avec une chambre, ensuite avec un Rolleiflex, ensuite avec un Leica, ensuite elle C'est a fait- toujours adapté. ouais. Elle s'est toujours adaptée. Et à partir de 1999, d'ailleurs avec mon frère Mathieu, elle a acheté sa première caméra numérique à l'aéroport de Tokyo. Et elle m'a dit, je ne vais pas me laisser abattre par la technologie. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va continuer cette émission sous le signe d'Agnès Varda. Je vous encourage tous à aller voir cette superbe exposition. C'est juste à côté. Merci beaucoup, Rosalie. Merci beaucoup, Anna. Musique, Pedro? Alors, figurez-vous que j'ai été me balader un petit peu dans la cité radieuse et j'ai été frappé à la porte du voisin du dessus. Les gens ne le savent pas, mais une star habite au 4e étage de la cité radieuse. Je vous demande d'accueillir Moodoïd qui nous interprète Only One Man. Salut Pablo. Il s'appelle Pablo. Et vous pouvez l'applaudir encore une fois. Tu m'en as fait vivre des délices. Je t'en ai fait vivre des supplices. Maintenant, je me plains de ton absence. Je ne peux avoir l'indécence de te laisser seul, c'est un non-sens. It's the only one I love, the only one man. It's the only one I love, the only one man. Tu te souviens de tout, ces délices. Je me souviens du goût de ton entrecuisse. Tu n'arrives pas à comprendre comment je pense. C'est peut-être ça au fond, l'adolescence. De te laisser seul, c'est un non-sens. It's the only one I love, the only one man. It's the only one I love, the only one man. It's the only one I love, the only one man.
Radio Chanel. We do it, only one man, on Radio Chanel. Menke, Margaret Zhang, and Nix just joined us. Menke, you're a contemporary dancer. Yes. Your career took you to Europe to join the NTD, the Netherlands Dance Theatre. Yes. And you are now a co-curator at Naunas. Yes. Margaret, you're back with us. I'm back. You're an Australian creative, art director, entrepreneur, writer. Until recently, you were also the editor-in-chief of Vogue China. Nix, you're a Senegalese rapper. You've been a fixture on the rap scene for more than 20 years. And Emmanuel Luciani, you are from Marseille. You're a curator and an artist. You're running the Southway Pavilion. Yes. We're going to speak about creativity and especially about choices that are game changers in your careers. So, Margaret. Okay. Let's start with you. Yes, I mean, we're all blown away. At 16, you started your blog called Shine by 3. And in 2021, you became the youngest Vogue editor-in-chief. You are now focusing on directing. Is it quite impressive at 30? It's like you've lived many lives already. I really have. I mean, young people are listening. Tell us what happened. What happened? I feel like my life is defined by the colors of my hair. So when you're like going back, I'm like, well, that era I had black hair and then blonde hair, and now I'm blue, which is great for radio. Everyone can hear that. But yeah, I think because I started my life in performing arts, I actually started my life. I don't know if Menke knows this. Yes. I started my life as a dancer. Yes. And that was going to be my life, and also studying classical music. And I think that those things I forever maintain are my first great loves, and taught me the spectrum of how to feel and how to see color and how to see movement and how to hear sounds and how that impacts people emotionally. And I think over time you realize through my work in photography as a writer, directing short film, even editing at a magazine, you see how much these elements can tie together and how you can leverage the different skill sets you build in different disciplines to improve yourself in other areas. Also be very observant of, it's so much about teamwork and the collective, you know, people in front of camera, behind camera, on stage, backstage, side of stage, and being able to be very observant of these other people who make a final 2-minute creation, 5-minute creation, 2-month creation possible. And I think that I've been very fortunate to encounter a lot of great mentors, but also see so much of the world. And I was saying to some of you yesterday that when you arrive in a new city, you always try and discover something that inspires you in a way that you haven't been moved before. Yeah. And exactly, because Emmanuel, for example, you're from Marseille, Emmanuel, yes. And you left to LA during 2 years. 2 years, exactly. Now you're an artist and a curator, and now you're back to Marseille, as Pedro said. What have you learned in living, in experiencing a new city, a new language, a new culture? I think I left for LA because I was fascinated by like USA, and especially in Marseille. I think we all have this thing with USA. You know, there is, and with car culture, no? Exactly. And I was really happy to drive in LA, but it's just like it's super important to breathe another air and to give this air to your city. And so I was really like, it gave me a lot of experience to be far away and come with
other people, even music, and make exchange, because I think our world work a lot with like local and global. Exactly. And those exchange, that's why it's really interesting. Even. And then you came back to Marseille, Yes. and then you wanted to create something for Marseille. It was really important for me. Like I think I've promised this to my grandfather because we all come from this city, and it was really something like I wanted to go far away and to make a real project for my city. So you created Southway. Yeah, I created Southway. I invited so many because I have my artistical work, but I really love working with others. For example, I work with the guy who did the music with before. Mudoid, yeah. Mudoid did do a lot of lot of music for our shows, and we invite a lot of artists, creators, even. Voilà. Menke, why did you choose to move to Munich at the age of 21 and then to the Netherlands? Okay. So, a long story short. So I came from a quite conservative family, I would say that, because I believe that my parents meant well. There is certain path, certain image of what you should be when you grow up. What city were you raised in? In Taichung. Yeah, and then, but the only thing I know is that I love moving. I was a very, very active child, and I just want to dance. Even I don't know what was dance. I didn't know, but I just wanted, when there's a music, I move. I was happy. I found happiness inside in dance. So I always want to be a dancer, if I could learn dance or not was always a big, big discussions in my family. But until the moment that my father gave up his imagination of my life, then I found, I really, really feel like this moment I got a golden ticket of discovering dance. Then I was trained in Taipei. We trained ballet, contemporary dance, Chinese folk dance, Tai Chi, many, many different kind of dance. And one day I saw a video of Netherlands Dance Theater. I was blown away. I didn't even know what kind of movement of the dancer, so musical, so dedicated, everything for me was stunning. And I was like, I want to be one of them in the moment. And so I started to do some research, and I found out there's companies, there's second company, there's even third company in the time. And I decided to go to pursue the dream. But of course, there's a lot of intertwined between, I think everyone knows, actor, actress, dancers. There's a lot of auditions, there's fail, there's success. And the first time I failed. But luckily I didn't even pass the ballet. After the ballet, they were like, okay, thank you, bye-bye. And then, but luckily I got a job offer in Munich. So I went to Munich for 1 year, and after a year, Netherlands Dance Theater. A little closer. Yes, a little close, a little step closer to my dream. And then after 1 year, I still very much think of Netherlands Dance Theater. So I went, I wrote them again. I really would like to be part of you. Can I go to the audition? They were like, yes, you can come. So I went, and luckily I got it. Ooh. So I was there for 10 years in Den Haag. Yes, and I think that's the most important 10 years of my career, to be able to work with so many different talented people, diversity, different cultural, and that is, it established of the way I'm seeing dance and myself. Amazing. So talking about choices and changes and challenge, Nix, you're with us today in Marseille. You're working with artists from all over the world, and you started by rapping in French. And a few years ago, you chose to switch to Wolof, a language spoken by 80% of the Senegalese population. Why this change, and how does it impact your music? Actually, when I started rapping, I was rapping in French a lot because I was listening to a lot of
rap in general, but a lot of French hip hop. Like, Say hip hop too? Yes, of course. Seriously, l'école du micro d'argent is like, Wow. I am Solar, NTM, all these like Lunatic, all these rappers. I was really influenced by the technique, like everything they would do in French. So I was able to speak French very well because I was raised by my grandmother, who were a French teacher. So it was kind of, I would say, easy for me. So when I started rapping, after I dropped my first album, I was able to go to a concert in Mali, to Benin, to Togo, to Ivory Coast, to all those French-speaking countries in Africa. So quickly I became like famous in Africa. So I kept doing it. But Wolof is very strong in Senegal. Senegal, they love to speak Wolof. So as a Senegalese, I was born and raised in Senegal. So for my audience, they loved it. They loved the music. They loved everything. But at some point, they were like, but maybe like I felt like I was kind of losing them a little bit in terms of like the message and everything. I was reaching more in Africa, but somehow I was losing a little bit in my own country. It was not interesting for me, and also because I always wanted to connect with my people. So I was like, I can rap in Wolof, actually. It's easier for me to rap in Wolof than in French. And they were like, are you sure you can do this? Because you've been rapping in French for so long. Can you do it? I was like, okay, watch. So I did it, and actually... And you mix on some of the songs, yeah. You mix Wolof and French. Actually, yeah. And when I did it, it was like a challenge for me because I was like, okay, so I'm going to release an album, and my audience that are in Africa or in other countries that doesn't speak Wolof, how they're going to connect to my music, because it's hip hop. Like, we write long verses, many words. At some point, they need to understand. So I talked with my team. We were like, you know what? We're going to step up. The music got to be very, very good. And everything got to be good. The melodies, everything, and also the visuals. So that's how I balance between rapping. And also today, I'm mixing. Today, I just broke all the boundaries. I'm mixing Wolof, French, English sometime in the same song. And I feel really good doing it. So my turn to switch from English to French. I'm going to try to do it. So music. Some music. I'm sharing with you the new rap sensation from Marseille. Her name is Asinine. And now, let's go back to French. Sorti il y a tout juste 3 jours, la révélation rap de l'année 2023 continue son ascension et nous offre Brûler la maison, un maxi 6 titres généreux et puissant. Son nom, Asinine. La rappeuse marseillaise hurle en douceur. Elle réintègre même une sorte de mélancolie dans le rap français, je trouve. Et elle n'hésite pas non plus à s'aventurer dans des sonorités distordues et dark. Un vrai coup de cœur de ce voyage phocéen. On s'écoute tout de suite Asinine, 2 ailes de cire. Thank you everyone. Merci beaucoup. Merci. D'être passé nous voir sur Radio Chanel. Merci. Plation intacte, faire comme mes poches, filme mais pas pour longtemps. Mouton tout sûr que je m'endors en les comptant. Plation intacte, tu meurs comme la pioche, m'en vais depuis trop longtemps. Et ma maman sera riche et papa content. J'ai pas besoin de plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique. Je vois des bails qui me donnent envie de me ciel nerf optique. À propos de la bonté mais aussi ce qui rapporte. Je veux la rouler sur la mentale de ceux qui la portent. Plation intacte, faire comme mes poches, filme mais pas pour longtemps. Mouton tout sûr que je m'endors en les comptant. Plation intacte, tu meurs comme la pioche, m'en vais depuis trop longtemps. Pas d'adresse que ma prédomine. Feu dans les poumons chaque fois quand j'inhale. 5 choses que je vois, 4 que j'entends, bilan machinal. Les paupières louches et du raffinage. Les quêtes de sens couchent tard, les monétaires elles sont matinales. J'ai l'impression quand j'y pense. Des émotions dans le dos. Si je tombais de au fait, comment je suis tout seul lente. J'ai l'impression quand j'y pense. Des émotions dans le dos. Si je tombais de au fait, comment je suis tout seul lente. Non t'as pas dosé, même le facteur c'est le prédateur, toi là-bas. La liberté c'est juste la distance entre le chasseur et sa proie. La tête bien vissée sur 2 épaules c'est la base. Car chaque heure compte triple quand t'es pauvre. Et personne verra jamais que tu fuis quand t'es plonge. Tout au fond tu couches, je crois que c'est là qu'il y a les tailles. Donc s'il faut bah je creuserai c'est unis la taille. J'ai merci quand j'y pense. Des émotions dans le dos. Si je tombais de au fait, demain je suis tout seul lente. J'ai merci quand j'y pense. Des émotions dans le dos. Si je tombais
un plateau qui se met en place. Et oui, c'est le direct Radio Chanel, toujours en direct de la Cité radieuse à Marseille. Quelle table, mes amis. Alors, je vous présente. Je fais vite un petit tour de table. Face à moi, Akhenaton, légende du rap marseillais. Salut Chill. Salut. Cyril Thomas Simino, à ma droite, vous êtes le directeur du festival Le Bon Air qui aura lieu dans quelques jours à Marseille avec un line-up à faire pâlir le sonar, c'est moi qui le dis. Et j'ai eu la chance de venir vous voir dans ce magnifique lieu de création qui est la Friche Belle de Mai. Cyril, vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes accompagné d'une de vos artistes, une super DJ, Douce Sœur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pedro. Et on a également... On a aussi Zamdan, la star montante du rap marseillais. Vous venez de sortir votre nouvel album Soul Sad. Et enfin, Johan Papa Constantino, vous êtes musicien et vous faites rimer vos influences méditerranéennes avec les musiques d'aujourd'hui, le rap, l'électro et bouzouki. On essaye. Akhenaton, vous êtes entouré par ces jeunes artistes de la scène marseillaise. Quel regard avez-vous sur la scène actuelle ? Moi, j'ai un regard assez... une fierté de voir que c'est une ville qui continue à créer. En même temps, dans les endroits qui ont toujours été un peu ouverts sur le monde, parce que Marseille est une ville au monde. Donc on était un peu méchants quand on était jeune, on l'appelait Pou York, c'est-à-dire une sorte de New York raté. C'est le New York qui n'a pas décollé. Mais on ne peut plus dire ça maintenant, puisqu'il s'y passe beaucoup de choses. C'est très différent de la rudesse des années 80 et de notre jeunesse. Ah oui, vraiment ? Oui, il se passe beaucoup de choses. Oui, ça on l'a senti. Il se passait vraiment rien à l'époque. On a envie d'entendre votre ressenti, Ouais, si vous êtes attentif à cette scène. Ah, je suis baigné de rap américain, moi. Donc, du coup, je suis un pauvre connaisseur de musique française. Mais chaque fois qu'on collabore, qu'on rencontre des groupes, et ça arrive plusieurs fois, on est vraiment enchanté de le faire et on est fiers de ce qui se passe dans notre ville. Zamdan, vous êtes là, et c'est une joie de vous accueillir. J'imagine que vous êtes en train de préparer vos 2 Olympias qui arrivent très bientôt à Paris, d'ici 2 semaines. L'importance de modèles et en fait du travail, notamment d'Akhenaton depuis 30 ans maintenant, puisque c'est un activiste quand même pour faire briller à la fois le rap, la musique et la culture marseillaise. C'est un parrain important. Totalement. Bien sûr. Ça fait peur le mot parrain quand même. Vous m'avez compris, moi c'est bienveillant dans ma bouche. Bien sûr, non, mais c'est vrai bien que sûr. un grand frère. Vous m'en parliez d'Akhenaton et des modèles artistiques. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est des modèles de liberté, des modèles de discipline. Moi, par exemple, que ce soit Akhenaton ou quelqu'un comme Soprano, c'est des modèles qui sont importants pour nous parce qu'ils nous démontrent qu'avec 20 ans, 25 ans de travail et de discipline, on peut atteindre on peut atteindre ce qui. Je suis très heureux que vous nous rajeunissiez. 40 ans cette année avec Keops dans le même groupe. 40 parce qu'on est en direct, parce qu'on est en direct. Mais toujours, c'est bien, toujours là pour en parler, justement, en parler, transmettre, témoigner et faire briller. Moi, c'est ça. C'est ce que tu disais aussi. Et vous le disiez, Akhenaton, cette scène, vous disiez la rudesse des années 80, elle est partie. La scène créative marseillaise et musicale, et là, on a pas mal de représentants ici. Elle a beaucoup bougé. Alors, justement, j'aimerais que les gens autour de la table y réagissent et que vous nous disiez un peu comment vous la voyez aujourd'hui, Cyril, par exemple. Alors, j'ai eu la chance, comme pas mal de monde, d'aller à l'école du micro d'argent. C'est beau. Ça fait du plaisir à pas mal de monde. Mais il y a toute une scène ici qui est locale, qui est au plus près du terrain, qui a inventé ses propres codes, ses propres réseaux, ses propres modes de diffusion qui se réinventent. Et c'est un peu cette scène qu'on a voulu mettre au cœur de l'initiative du festival Le Bon Air, et voilà, de montrer que quelque part, cette scène, elle n'est pas si underground, elle n'est pas si alternative, elle se pose de vraies bonnes questions. Et c'est pas que des questions de savoir, voilà, est-ce qu'on porte des chaussettes sous les claquettes. Il y a aussi des vraies questions politiques, des vraies inspirations, des vrais codes qui sont inventés. Et ça, pour le coup, on est très heureux de montrer au Bon Air qu'en ramenant 25 000 festivaliers sur cette scène, c'est qu'elle est devenue une véritable institution. Oui. C'est une scène qui est hyper ouverte aussi, même dans les influences. On en parlait avec Pedro en préparant l'émission, Zamdan dans votre musique, Johan aussi, on sent beaucoup d'influences méditerranéennes et bien au-delà. En fait, c'est une ville qui est irriguée comme ça, par plein d'influences différentes, plein de sons différents. Oui, Marseille, c'est une ville qui est irriguée, comme vous dites. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, c'est plus pour ma part, c'est la culture grecque
donc qui est aussi intimement lié à Marseille, tout ça. Après, c'est toute une musique traditionnelle, on va dire, que moi j'essaye d'insuffler dans ce que je fais, faire des ponts avec autre chose et des textures plus actuelles, on va dire. Mais c'est courageux, ramener Derbroca sur scène, c'est guitare grecque. Je sais pas si c'est du courage. En tout cas, moi, en tout cas, c'est vrai que moi, ça me passionne vraiment la musique traditionnelle dans plein de pas que la musique méditerranéenne, enfin de manière générale. Cette manière d'aborder la musique me plaît. J'ai grandi un peu là-dedans, donc pour moi, c'est naturel de le ramener. Et je suis très content si, par la même occasion, ça peut être un petit peu insolite, on va dire. Voilà, ça peut singulier en tout cas. Oui, voilà, pas insolite, mais singulier. C'est typique de cette ville. Je pense que tous les enfants de cette ville ont gardé la mémoire des origines, des parents, des grands-parents, et le mettre dans la musique. En fait, la musique, c'est un mode d'expression culturelle, d'identité. Des fois, l'identité, c'est quelque chose qui peut être positif quand l'identité n'est pas mise en opposition aux autres, mais qu'elle est plus dans un mode où on invite les gens à découvrir sa propre identité, pas du tout offensive, mais plutôt à travers les instruments, à travers la musique. Nous, à travers les samples, on a mis énormément de musique napolitaine ou de musique arabe. Le premier morceau d'Ayam, on rappait sur un morceau de Mohamed Abdel Wahab, ce qui est atypique en 1988 de faire des morceaux comme ça. Alors je vous regarde parce qu'on me parle dans l'oreillette, il y a des surprises à Radio Chanel, et là on a une nouvelle invitée qui nous rejoint, elle arrive sur le plateau. Marion Cotillard. Venez Marion. Marion, venez là, vous êtes là. Oui, sous les applaudissements du public, carrément. Attends. Salut Marion. On enchaîne sur Marion. Bonsoir. On peut, là, je sais même plus, moi non plus. Il fait nuit depuis 14h. Au Québec, on passe bientôt à table pour dîner. Donc, Douce Sœur, le rap a une grande place sur la scène marseillaise. Comment vous situez-vous ? Alors moi je fais pas du tout du rap, mais pour le coup j'ai été baignée dans ça. Moi j'ai pas grandi à Marseille, j'ai grandi dans le 9-2, mais c'est pas loin. Enfin c'est pas si loin. Il y a beaucoup de choses assez similaires et là ça va faire 8 ans que j'habite à Marseille et enfin pour moi, Marseille, c'est vraiment une ville du rap. C'est vraiment un noyau du rap, mais c'est aussi un noyau de plein de musique, aussi de la funk. Et je trouve que c'est vraiment un endroit où, culturellement, on peut tenter des choses. Moi, je me retrouve vachement dans ce que dit Yohan, parce que dès que j'ai commencé à mixer, c'était hyper important de mettre en avant les musiques caribéennes, d'où je viens et tout. Et pas dans un truc un peu cliché et stéréotypé. Et en fait, c'est trop beau de pouvoir faire ça et d'avoir un public qui a envie de découvrir et qui comprend nos identités aussi multiples qu'elles sont. Et je pense que c'est vraiment propre à cette ville. Et c'est quelque chose que j'aime trop dans le fait de faire de la musique à Marseille, quoi. Marion, vous venez d'arriver, on parlait de rap, on parlait de la scène rap, on parlait de comment Marseille a évolué aussi musicalement. Je sais que la musique, c'est très important pour vous. On vous avez déjà vu sur scène, je vous ai déjà vu chanter. Le rap, c'est une musique que vous aimez ? Oui, j'en écoute beaucoup. C'est vrai que y a 2 personnes dont je suis très fan autour de cette table. Merci Marion. Je suis ravi. On en avait parlé hors antenne, mais. Non, mais j'ai beaucoup écouté Ayam mais vous avez un petit lien en fait, parce qu'il y a quand même tout à l'heure on a bossé avec Pedro là, donc Taxi 1 là quand même il y a une bande son et il y a beaucoup de morceaux d'Ayam dessus. Marion vous jouez dedans évidemment. Ouais, et puis j'ai écouté je sais pas en boucle et je l'écoute toujours et même ta musique ça fait partie de ma vie en fait, comme Akhenaton et j'écoute beaucoup de rap américain aussi. Et puis aujourd'hui, avec un fils qui a 13 ans, je découvre d'autres artistes que j'aurais pas forcément écouté sans lui. Ça a toujours fait partie de la musique que j'écoute, le rap. Yohan, tu as une nouvelle fan. J'espère que tu peux l'inviter à ton prochain concert. Bien sûr, oui, avec plaisir. Mais d'ailleurs, Akhenaton, vous êtes allé voir la galerie du 19e parce que j'ai entendu que vous étiez heureux de ce qui se passe avec les artisans marseillais. Alors, je suis heureux de toutes ces initiatives-là. D'un point de vue global, ça me paraît avoir du sens. Dans une période où on est plus à une sorte de mondialisation débridée, de retourner... je regardais un très beau documentaire l'autre jour sur France 5 qui s'appelle « Le siècle des couturières ».
Entre autres, hein, parce qu'on parle du textile, mais aujourd'hui, travailler dans le détail, avec l'humain. Et avec les mains. Avec l'humain, avec les mains, et ne pas travailler la masse, et ne pas travailler autour du prix, mais autour de la qualité des produits. Pour moi, ça me paraît être un bon avenir. Je pense à la fois pour des grandes marques comme Chanel, mais aussi pour des marques émergentes et pour des indépendants qui se lancent. Vous avez l'impression que le métier de rappeur, mais au-delà du métier d'artiste, aujourd'hui, il a beaucoup changé par rapport à quand vous avez commencé ? Il a changé surtout dans la représentation de la musique. Aujourd'hui, le live a pris une importance prépondérante. Et là, à ce niveau-là, forcément, le live prend une place prépondérante parce que je ne parle pas que d'Ayam, là, je parle des artistes émergents. S'ils ne jouent pas, et s'ils ne jouent pas dans les festivals, et s'ils ne jouent pas à longueur d'année, ils ont du mal à pratiquer leur métier. Mais il y a une vraie demande. Cyril et le Bon Air Festival, c'est une preuve en tout cas que les gens veulent voir les artistes en concert, soutenir les artistes. Ils veulent, et je pense qu'il y a aussi une forme de transition. Je parlais de transition tout à l'heure, il y a une transition sociétale aussi. Je pense qu'aujourd'hui, une nouvelle génération, elle est beaucoup plus responsable, et beaucoup plus lucide sur une culture qui doit moins peser. Aujourd'hui, nos artistes refusent des tourbus, on évite de plus en plus les jets privés. Il y a plein d'usages qu'on n'a que lieu auparavant, qui sont révolus aujourd'hui, qui sont des aberrations. Donc je pense on force aussi sur cette nouvelle génération d'artistes qui sont lucides et qui vont travailler une culture soutenable. Nous, on tourne en tourbus, je pense qu'on n'est pas très lucide. Non. Vous êtes pas mal en tournée. On a pu monter des tournées en tourbus pour 3-4 personnes, c'était aberrant. Marion, vous êtes, on est nombreux, nous. Vous êtes sensible justement à ces aspirations des artistes, mais des nouvelles générations, justement, à essayer de trouver plus de sens dans les choses. Donc on parle du travail de la main, mais en fait ça va avec plein de problématiques écologiques, sociétales. Oui, je suis forcément sensible à ça, et je pense que tous les gens qui ont une ouverture d'esprit et qui voient ce qu'on fait du monde sont sensibles à ces changements et ont un nouvel espoir en une jeunesse, toute catégorie sociale confondue. Moi, notre génération, pour les plus vieux de la table, on a quand même toujours vécu avec cette idée que ce serait sûrement mieux après, qu'il y aurait quelque chose qui évoluerait vers le mieux. Et les jeunes générations aujourd'hui, ils ont moins cette perspective en fait, et ils se disent plus qu'ils ne savent pas du tout comment ça va se passer et qu'ils ne savent pas du tout si ce sera mieux, et c'est même l'inverse. Donc il y a une espèce d'énergie comme ça qui est portée par eux et puis qui affecte aussi ces gens de notre génération, je vais dire, à voir les choses différemment et à essayer de faire de leur mieux pour rentrer dans une dynamique plus vertueuse, disons. Voir les choses différemment, je trouve que c'est un truc, tout le monde ici autour de cette table essaye de faire ça dans sa démarche, quoi. C'est un trait que vous avez en commun, en tout cas, en tant que créateur, acteur culturel. C'est une belle... Je pense aussi même sur la transformation des pratiques de diffusion, et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de secteurs artistiques, on en a marre et c'est ce que prouve Chanel aujourd'hui, de prêcher sa micro-paroisse, et aujourd'hui d'avoir quelque chose de beaucoup plus transdisciplinaire, de beaucoup plus intersectoriel, et de retrouver sur le Festival Le Bon Air par exemple, et plein d'autres festivals, de la musique à l'honneur bien sûr, mais aussi de la mode, du voguing, de la danse, de l'art contemporain, de la photo, et voilà, de réunir et d'être beaucoup plus transversal dans les pratiques. Un peu d'espoir quand même autour de cette table. Zamdan, sur ce nouveau disque, il y a quand même un ton à la fois mélancolique et profond, mais il y a quand même une envie de réussite et de découvrir le monde quand même, dans votre façon d'écrire. Votre vision du monde, elle est comment? Elle est optimiste? Oui, bien sûr. J'aimerais qu'elle le soit de plus en plus. On va dire que je démarre avec une vision assez, on va pas dire pessimiste, mais réaliste. Plus réaliste par rapport à mon enfance et par rapport à ce qu'ont vu mes yeux quand j'étais plus jeune. Mais plus elle avance, personnellement, plus je grandis, plus la vie est belle. C'est à ça que je faisais allusion. Je souhaite à tout le monde. La vie est belle. Alors, la vie est très belle. Ça surtout à Marseille.
La vie est belle à Marseille. Je crois que c'est une excellente conclusion. Merci à tous de nous avoir suivis sur Radio Chanel. Restez connectés. Oui, on se retrouve dans quelques minutes pour le défilé croisière. À très vite sur Radio Chanel. Radio Chanel. Radio Chanel. Marseille. Radio Chanel.